Bonjour et bienvenue à la présentation Expérience de TAL, traitement automatique du langage, pour le TAL, Tribunal administratif du logement. Je me présente, Gabrielle Langlois, conseillère au partenariat et à l'entrepreneuriat chez Ivado, et je serai la modératrice pour cette présentation. Quelques mentions en commençant. Donc, le temps est assez précieux aujourd'hui puisque les présentations s'enchaînent. Alors, ne m'en veuillez pas si jamais j'ai à intervenir pour mentionner la limite de temps. Pour les questions, vous remarquerez dans le chat qui devrait apparaître à la droite de votre écran un onglet clavardage, questions et sondages. S'il vous plaît, utilisez l'onglet questions, ce qui évitera d'en manquer si jamais il y avait des conversations dans le chat. Il m'amène aussi à spécifier qu'il n'y a pas d'option d'interaction audio avec la plateforme. La manière d'interagir est réellement via le chat et c'est moi qui rapporterai vos questions à notre conférencier. Aussi, toutes les présentations sont enregistrées et seront disponibles sur la chaîne YouTube d'Ivado. Donc, si jamais vous hésitez entre deux présentations, inquiétez-vous pas, vous pourrez les revoir. Maintenant, laissez-moi vous présenter votre conférencier, Olivier Salin, étudiant au doctorat. Après un parcours universitaire en sciences sociales et en économie, Olivier effectue une maîtrise en sciences des données en France, durant laquelle il développe un fort intérêt pour le traitement automatique des langues. En 2018, il commence un doctorat à l'Université de Montréal au laboratoire RALI, recherche appliquée en linguistique informatique, sous la supervision de Philippe Langlais. Dans le cadre d'un partenariat avec le laboratoire de cyberjustice du département de droit, il fait des recherches autour de l'application de méthodes d'apprentissage machine pour les documents légaux, notamment dans le cadre de tâches de justice prédictive. Olivier, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une expérience de TAL, traitement automatique du langage pour le TAL, tribunal administratif du logement. C'est une expérience qui a eu lieu dans le cadre d'une collaboration entre le RALI, auquel je suis rattaché, et le laboratoire de cyberjustice qui est situé à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Pour ouvrir cette présentation, je vais d'abord vous faire une brève introduction en vous parlant de la justice prédictive, qui est un domaine qui est à l'intersection du TAL, du traitement automatique du langage naturel, et du droit. En quoi cela consiste? La justice prédictive cherche à savoir comment on peut prédire le verdict ou le résultat qui va découler d'un litige donné, et ce de façon automatisée. Lorsque cette discipline a commencé à émerger, on a d'abord commencé à mettre en place des approches basées sur des règles, ou par du case-based reasoning, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser la description des litiges en langage naturel, on va exprimer les litiges sous forme de règles logiques, de façon à ce que les verdicts puissent en découler de façon naturelle. Cette approche par règle était aussi privilégiée parce qu'on voulait, à ce moment-là, essayer d'approximer le plus fidèlement possible le raisonnement que ferait un véritable juge humain. Peu après, on a eu des approches plus statistiques qui se sont mises en place, c'est-à-dire que les tâches de justice prédictive ont été formalisées sous la forme de tâches de classification de texte. On a une description du litige en langage naturel, et on essaye à partir de ce texte-là de prédire les différentes classes qui correspondent aux verdicts ou aux résultats qui vont être associés à ce litige-là. On a eu différents travaux qui ont été effectués sous ce nouveau paradigme. On a eu notamment des travaux qui ont été faits avec des décisions de tribunaux américains et également des décisions qui viennent de la Cour européenne des droits de l'homme. La particularité de ces travaux aussi, c'est qu'on a des labels et des classes, c'est-à-dire des cibles qui ont été créées par des annotateurs humains, notamment par des experts en droit. Il faut savoir que cette annotation est assez coûteuse parce qu'il faut avoir une connaissance assez fine du domaine, notamment déterminer quelles sont les cibles que le modèle va devoir prédire. Et en raison de cette annotation de coût, on va avoir des corpus qui vont avoir tout au plus quelques centaines ou quelques milliers de documents. C'est en partie en raison de ces éléments-là qu'un peu plus tard, on va avoir une petite transition dans la nature des tâches de justice prédictive. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on a cessé d'utiliser comme cible de prédiction le verdict même des différents litiges, mais on va plutôt utiliser comme cible des métadonnées ou des informations qui sont déjà contenues au sein des documents eux-mêmes.
l'avantage, enfin, l'un des avantages de cette approche-là, c'est qu'on n'a plus besoin de recourir à des annotateurs humains. Donc, on a une annotation qui est beaucoup plus faible. Et mécaniquement, on a aussi des datasets qui sont beaucoup plus volumineux, de l'ordre de quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'instances, par exemple. Et grâce à cette montée en volume, on va être en mesure d'entraîner des réseaux de neurones ou des architectures qui nécessitent un très grand nombre d'instances en entraînement. Cette approche-ci s'est concrétisée avec différents travaux, notamment on a eu des travaux effectués avec des décisions françaises ou singapouriennes ou des documents législatifs européens, où le but de la tâche, ça a été de prédire quel est le sous-domaine légal auquel appartient un certain document. Droit de la famille, droit criminel ou droit commercial, par exemple. Un autre exemple emblématique aussi de cette montée en volume dans les jeux de données, c'est un dataset chinois créé par Xiao et collègues, où on essaye, où on s'attend à ce que les modèles puissent prédire les charges accusatoires qui pèsent sur les accusés, où l'on cherche à prédire les articles qui sont pertinents pour les litiges qui sont présentés, par exemple. En parallèle de cette montée en volume des corpus juridiques, on a aussi observé un changement très important dans le domaine du TAL de façon générale, notamment avec l'apparition des modèles à la Transformers ou les modèles BERT. Pour vous résumer très brièvement, ce sont des modèles basés sur des systèmes d'attention et ce qu'il y a de nouveau avec ces modèles-ci, c'est que contrairement à avant où on avait un modèle qui était adapté sur un corpus en particulier, ici on part du postulat qu'on va avoir un modèle unique qui va être pré-entraîné au préalable sur des masses de documents trouvables notamment sur Internet, sur Wikipédia, sur Common Crawl, sur des textes de nouvelles ou des textes de livres par exemple. Et ensuite on va utiliser ce modèle pré-entraîné et on va le réadapter, on va le fine-tuner sur la tâche cible que l'on cherche à résoudre. Et cette approche-ci, à partir de modèles BERT pré-entraînés, c'est quelque chose qui a permis d'avoir des gains de performance significatifs dans de nombreuses tâches de NLP, que ce soit de la classification ou de la détection d'entités nommées, par exemple. Donc la question que l'on s'est posée ici dans le cadre de ce travail, c'est est-ce que ces modèles pré-entraînés BERT peuvent être utiles pour résoudre des tâches de justice prédictive? C'est un travail qui a fait l'objet d'une publication. Et dans ce travail-ci, on a mis en place une tâche de classification à partir de décisions de justice de la régie du logement du Québec. On a des litiges entre locateurs et locataires. Et pour chacun de ces litiges-là, on essaye de voir est-ce qu'un modèle à la BERT peut être en mesure de prédire le verdict qui y est associé. Donc, pour vous présenter brièvement le dataset en question, c'est un jeu de données qui comprend des décisions de justice qui sont sorties entre 2001 et 2018. Il y a à peu près un peu plus de 600 000 documents en tout. Et c'est un jeu de données qui n'a pas été annoté. Pour vous donner un exemple d'une décision de justice, c'est quelque chose qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Vous avez un en-tête avec différentes informations qui peuvent donner des métadonnées et qui peuvent servir de features d'entrée que l'on pourra donner au modèle, comme par exemple quels sont les types de personnes qui sont impliquées dans les tiges données. Après, au milieu, vous avez un corps de texte, un input texte, qui comprend une description du litige lui-même. Donc, un cas typique, ça va être Madame X poursuit en justice Monsieur Y qui n'a pas payé son loyer depuis X mois. Et à la fin de ce document-ci, en pied de page, vous allez avoir le verdict en langage naturel, mais que l'on va décortiquer pour en extraire un certain nombre de labels que le modèle va devoir prédire. Ces labels-ci, nous en avons créé 3 pour avoir quelque chose qui soit suffisamment simple à interpréter. Ces 3 labels sont les suivants. On a un label pénalité, donc en gros, c'est un label qui décrit le fait qu'on a
un défendeur qui est condamné à payer des pénalités ou des indemnités pour le plaignant, pour la personne qui est à l'origine de la demande devant le tribunal. Après, on a un label rejet de la demande, qui décrit le fait que le plaignant, le demandeur, voit sa demande en partie rejetée ou en totalité rejetée par le juge. Et enfin, on a un label accord ou agreement qui décrit le fait que les deux parties vont créer un accord entre elles, un accord qui sera avalisé par le juge. À partir de ces labels assez simples, on va déjà être en mesure d'identifier des biais assez importants au sein de notre corpus, à savoir que la très grande majorité des litiges sont des cas où vous avez un propriétaire qui est à l'origine de la demande, et dans ces cas-ci, on observe aussi que les propriétaires obtiennent très souvent gain de cause avec un taux de 89%. À l'inverse, on va avoir 11% de litiges où c'est le locataire qui est à l'origine de la demande, et on observe que dans la plupart de ces cas-ci, les demandes des locataires vont être rejetées par le juge. Donc ça, c'est une information qui nous sera utile pour l'analyse de nos résultats un peu plus tard. Donc on a une tâche de classification qu'on a subdivisée en deux sous-tâches. Donc d'un côté, on va avoir une sous-tâche avec tous les litiges, on a un propriétaire qui attaque un locataire, et l'autre sous-tâche, c'est un cas où on a un propriétaire qui va attaquer, ce sont les cas où on va avoir un locataire qui va attaquer un propriétaire. En termes de modèle, on va avoir les trois suivants. Donc on va avoir une baseline avec un classifieur naïf qui va retourner les labels les plus fréquemment observés dans les instances d'entraînement. Donc, dans le cas où c'est un propriétaire qui est à l'origine de la demande, ça retournera le label pénalité. Lorsque c'est un locataire qui est à l'origine de la demande, ce classifieur retournera toujours le label rejet de la demande. Comme deuxième modèle, on va également avoir une régression logistique que l'on va alimenter avec des représentations en TF-IDF et en fast-text. Et enfin, notre dernier modèle, ça va être le modèle Flaubert, qui est un dérivé de BERT pré-entraîné sur une très grande quantité de textes en français. Donc tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner le tableau suivant. On va y aller pas à pas. Donc la colonne de gauche, c'est tous les scores pour les litiges où le propriétaire est à l'origine de la demande. À droite, vous avez tous les scores pour les cas où c'est le locataire qui est à l'origine de la demande. Et pour vous donner très très brièvement quelques faits essayants par rapport à ce tableau-ci, on observe que lorsque les modèles ont accès à différentes métadonnées et à la première ligne de chaque décision, on remarque que c'est la régression logistique avec des représentations TF-IDF qui s'en sort le mieux. Et dans une configuration où les modèles ont accès à différentes métadonnées plus tout le texte disponible avant verdict, on observe que c'est le modèle BERT, le modèle Flaubert, qui obtient les meilleurs scores pour chacune des deux tâches. Donc, on pourrait s'arrêter là et se dire que notre problème est résolu et que Flaubert a déjà résolu notre problème de justice prédictive. Sauf que les scores en apparence élevés ici sont en réalité le reflet de biais de déséquilibre que l'on a vu que nous avions vu quelques diapositives plus tôt. Soit le fait que lorsque vous avez un propriétaire qui attaque un locataire, il va gagner à peu près tout le temps. Lorsque vous avez un locataire qui attaque un propriétaire, les demandes vont en général essuyer des refus par le juge. En d'autres termes, ce qui se passe ici, c'est qu'on on se retrouve avec un modèle qui va être très bon pour prédire des motifs qui sont surreprésentés au sein de notre jeu de données. Qu'est-ce que l'on peut tirer de cette expérience-ci par rapport au modèle BERT? On peut se poser la question, est-ce que ce sont des modèles qui sont vraiment adaptés pour des tâches de justice prédictive? Pour cette question-ci, il n'y a pas de réponse complètement tranchée, mais il y a quelques éléments de réponse quand même.
Je vous cite deux papiers ici. Le premier, c'est un travail fait par Rosenberger, qui a observé que pour une tâche de justice prédictive qui concernait du droit fiscal américain, un modèle BERT anglais faisait moins bien qu'un système par règle. À l'inverse, on a un autre travail qui a été fait par Chalkidis et collègues, qui avance lui que pour qu'un modèle BERT puisse mieux marcher sur des tâches qui impliquent des textes légaux, il suffirait de préentraîner un modèle BERT sur des documents qui appartiennent au domaine cible. Donc il suffirait de préentraîner BERT sur différents textes juridiques. Après, pour vous donner aussi, ce que l'on peut retenir de cette expérience, aussi, c'est le fait que les derniers modèles, disponibles en NLP, tout puissants soient-ils, ne suffisent pas à eux seuls pour résoudre des tâches de justice prédictive. Et il faut aussi souligner qu'il est nécessaire d'avoir une connaissance minimale du domaine pour, d'une part, éviter d'être aveuglé par des scores qui sont en partie élevés, et d'autre part, pour aussi remettre en perspective les résultats que l'on peut obtenir. Enfin, pour conclure cette présentation, dans un domaine qui est aussi sensible que celui de la justice, et dans notre cas ici, le droit du logement, il est toujours bon d'avoir un regard assez élargi, de regarder ce qui se passe au-delà des seules données. Si par exemple, à un moment donné, on avait trouvé un document de Gallier et collègues qui décrivait le fait que les locataires en général étaient assez intimidés et avaient assez peu confiance en leur capacité à naviguer à travers toutes les procédures judiciaires, ce qui peut expliquer en partie pourquoi ils ne viennent pas à leur propre audience et pourquoi ils essuient des taux d'échec particulièrement élevés. Eh bien, ça, c'est une information qu'on ne voit pas forcément dans les données, mais qui peut être utile si un jour on voulait concevoir un système d'assistance juridique entièrement automatisé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. Super intéressant. Je vous invite à aller poser vos questions via le chat, idéalement dans l'onglet « Questions ». J'en ai déjà une, donc je vais sauter mes propres questions pour y aller avec Julien Laumonier. Avez-vous constaté des biais temporels dans les données? Par exemple, changement de jugement à travers le temps pour des cas similaires. Alors, ce jour, je n'ai pas constaté vraiment de changement temporel. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on va avoir beaucoup de changements au niveau de la syntaxe même de certains documents. C'est-à-dire que à travers différentes années, on va observer que les juges vont avoir différentes façons de rédiger leurs décisions. Donc après, c'est quelque chose, on va dire, qui peut être assez sensible dans la mesure où il se peut que le modèle soit sensible à certaines façons d'exprimer certaines informations, qui soit plus sensible à certaines façons d'exprimer une information plutôt que l'information elle-même. Merci. Justement, au niveau de la sensibilité des causes, moi, ma question était, est-ce que avez-vous mesuré également l'acceptabilité, par exemple, par les avocats, par les procureurs, mais également par les citoyens de la justice prédictive, par exemple, en général? Mais sinon, est-ce que pensez-vous qu'il pourrait y avoir des domaines du droit où ce serait plus accepté facilement que d'autres? Est-ce que c'est un pan de recherche qui est actuellement également en parallèle? Je dirais qu'à l'heure actuelle, pour le grand public, en tout cas du point de vue des avocats et des juristes, on s'appuie énormément sur des approches par règle parce que ça a l'avantage, on va dire, d'avoir une compréhension très transparente de qu'est-ce que fait un certain modèle et pourquoi on arrive
d'un certain fait à un certain verdict. Et cette transparence-là, on n'a pas vraiment avec les modèles BERT qui sont préentraînés et pour lesquels on va souvent avoir des corrélations et on va dire, comment dire, une sorte de bruit dont on ne peut pas tirer vraiment de raison explicite de pourquoi le modèle nous a prédit ceci plutôt que cela. Donc, c'est ma réponse pour cette question. Merci. Donc, je vois, oui, une autre question ici. Et un petit commentaire, quelqu'un demandait par rapport à la régie, donc le tribunal du logement a vraiment remplacé la régie du logement. C'est la même chose, c'est vraiment un remplacement. Oui, c'est vrai que effectivement, au moment où j'ai travaillé sur cette-là, ça s'appelait encore la régie du logement et j'ai pris en compte de ça dans le titre de la présentation. Voilà. Prochaine question. Est-ce que l'interprétabilité des décisions est importante? Si oui, comment l'inclure dans les métriques en plus des scores F1? L'interprétabilité des... Vous pouvez me relire les questions encore une fois, juste pour être sûr. Est-ce que l'interprétabilité des décisions est importante? Si oui, comment l'inclure dans les métriques en plus des scores F1? Oui, alors, pour les interprétabilités, si on dit par interprétabilité, on va dire par là le fait de comprendre comment un modèle est arrivé à un certain résultat, il n'y a pas vraiment moyen de s'assurer qu'un modèle préentraîné soit arrivé sur la bonne réponse pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons. Après, pour ce qui est de comment bien mesurer la performance d'un modèle, il est vrai qu'après, je ne sais pas si je peux remontrer mes slides, mes diapositives ici, mais merci beaucoup. Je vais juste vous montrer le tableau que j'avais. Vous pouvez voir que dans chaque sous-expérience, enfin dans chaque sous-tâche, on a différentes métriques qui sont présentées. Donc vous avez les trois premières colonnes, ce sont différentes moyennes de F1. Et la dernière colonne, c'est une colonne pour l'accuracy, c'est-à-dire pour l'exact match. Pour entrer un peu plus dans les détails, l'exact match, c'est une métrique qui est définie de la façon suivante. Pour qu'un litige soit considéré comme bien classé, comme bien prédit, il faut que le modèle prédise exactement tous les labels qui décrivent le bon résultat. C'est-à-dire que si le modèle sort une étiquette en trop ou une étiquette en moins par rapport à ce qui est vraiment attendu, alors on va considérer que l'instance est mal classée. Donc ça, c'est peut-être un point un bon point à retenir pour être sûr que le modèle sort les bons résultats. Il faut choisir des métriques qui soient assez contraignantes, on va dire. Donc là, vous voyez, quand vous regardez les colonnes en accuracy, vous voyez que ce sont des scores qui sont en général beaucoup plus bas par rapport aux métriques F1, qui sont en général un peu plus permissives, si je peux me permettre cette expression-là. Merci beaucoup. Mais il est déjà le temps de s'arrêter. Donc, Olivier, merci. Merci à tous les participants. Je vous invite là, à la prochaine période de réseautage. Donc, vous pouvez continuer la conversation ou aller contacter les gens de votre choix. Il y a quand même près de 400 participants aujourd'hui. Et je vous invite à nous revenir à 12h55 pour le panel enjeux et tactiques pour des collaborations numériques innovantes réussies. Merci beaucoup. Merci à tous.